Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et cette semaine, on reprend les réformes de la FIA dont je vous avais touché un mot la semaine dernière et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveaux. La semaine dernière, je vous parlais du fait que Niels Wittich serait désormais le seul directeur de course de la Formule 1, départ donc d'Eduardo Freitas qui était notamment aux commandes lors du Grand Prix du Japon. Et ce sont justement les conclusions rendues suite à l'incident de Pierre Gasly, on va y revenir, qui nous intéresse aujourd'hui. On va plutôt revenir plus précisément sur 3 événements assez importants qui se sont passés cette année et qui nécessitent des évolutions de la part de la FIA. Le plus marquant étant bien évidemment l'incident qui a impliqué Pierre Gasly donc au Grand Prix du Japon à Suzuka où il s'était retrouvé nez à nez avec un tracteur sur la piste 8 ans après l'accident de Jules Bianchi sur le même circuit et dans des conditions très similaires. Clairement cela ne pouvait plus arriver. Si la mesure la plus symbolique a donc été d'écarter Eduardo Freitas, c'est aussi pour des raisons de stabilité parce que avoir un directeur de course qui change d'une course à l'autre, forcément vous allez avoir des décisions qui vont changer et notamment plutôt dans l'application du règlement, le moment où on va sortir une voiture de sécurité ou une voiture de sécurité virtuelle. Et justement sur ces deux types de safety car et VSC, on aura désormais un rôle des commissaires qui va être mieux réparti pour savoir quand est-ce qu'il faudra les déployer. Dans cette situation, l'énorme danger, c'est que Pierre Gasly s'est retrouvé nez à nez avec un tracteur sur la piste dont il ne connaissait pas l'existence, ou en tout cas dont il ne savait pas qu'il était présent sur le tracé à ce moment-là. Et donc désormais, dès qu'un engin de chantier interviendra sur la piste, les écuries recevront un message de la part donc de la FIA pour les informer qu'un véhicule d'intervention est en train justement d'intervenir, même si normalement, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, ce que l'on préférerait, c'est que cela ne se fasse jamais en dehors du cadre d'un drapeau rouge. C'est au moins une première évolution, tout le monde sera averti. Pour élargir sur ce Grand Prix du Japon, on peut revenir un petit peu plus tôt à l'accident de Pierre Gasly, ou plutôt à l'accident de Carlos Sainz, qui avait déplacé des panneaux publicitaires sur la piste, récoltés par Pierre Gasly, la raison de son arrêt au stand et du pourquoi il s'est retrouvé à rattraper le peloton et donc à se retrouver nez à nez avec le tracteur. Bref, on en revient au souci que des panneaux publicitaires se sont détachés au moment d'un accident. La FIA va donc se pencher sur ce souci et probablement faire évoluer les normes pour que cela ne se reproduise plus. Et pour terminer sur le Grand Prix du Japon, en fin de course, il y a eu un énorme doute, c'était un petit peu le bazar sur l'attribution des points à l'issue d'un Grand Prix, puisque tout simplement, le règlement précise que si l'on a parcouru entre 50 et 75% de la distance de course, comme c'était le cas lors du Grand Prix du Japon, eh bien un certain nombre de points sont attribués si la course ne peut pas repartir. Or, eh bien, la course s'est terminée en piste, les voitures étaient toujours en train de tourner et l'interruption du drapeau rouge n'a pas mis fin au Grand Prix, elle l'a simplement retardé. Bon, c'est quand même un point assez obscur du règlement et donc la FIA promet des clarifications à venir, on les attend notamment pour la saison prochaine. L'autre événement extrêmement marquant cette saison et qui nécessitait une réaction de la FIA qui interviendra cette fois directement sur les monoplaces l'année prochaine, c'est forcément l'accident très spectaculaire de Zhou Guanyu au Grand Prix de Grande-Bretagne. Il s'était retrouvé sur le toit et l'arceau de sécurité ne l'avait pas protégé aussi bien qu'il l'aurait dû, même si heureusement il n'y a pas eu de grosses conséquences. Et donc l'arceau de sécurité sera renforcé en 2023 pour que justement si une situation similaire venait à se reproduire, eh bien il y ait une meilleure résistance. Bon, c'est compliqué, normalement ça n'arrive pas de voir une voiture glisser pendant 300 mètres sur le toit, mais il faut se préparer à toute éventualité et se préparer à toute éventualité, justement l'anticipation. C'est ce qui est concerné dans l'autre mesure appliquée suite à cet accident, les rétroviseurs seront élargis, on le sait, même si on n'a pas pu vraiment en attester nous-mêmes, on n'y voit rien, tout simplement, ou quasiment rien, mais en tout cas c'est clairement très compliqué de voir ce qui se passe derrière vous, donc les élargir ce sera déjà un premier pas en avant. Et puis enfin on termine sur une note plus légère, puisque là on va s'écarter du domaine de la sécurité, mais c'est quand même assez intéressant à étudier, suite aux nombreux grands prix où il y a eu des tonnes et des tonnes de pénalités moteurs, eh bien la FIA a décidé de clarifier le barème, car c'est à chaque fois un petit peu le bordel, tout simplement, et on attend parfois plusieurs heures avant d'avoir la grille de départ définitive, ce qui est clairement pas admissible, donc maintenant ça va être
Bon, toujours très complexe, forcément, mais très clair. Déjà, vous le savez, pour chaque monoplace engagée par chaque écurie, il y a un nombre de pièces limitées, notamment dans le moteur chaque saison. Vous avez des restrictions, par exemple, pour les moteurs à combustion interne, MGU Cash, MGU H, et si vous dépassez l'allocation, eh bien, vous prenez une pénalité de 10 places pour le premier MGUK supplémentaire, par exemple, que vous ajoutez sur votre monoplace, et si jamais vous en reprenez un autre après, ce ne sera que 5 places. Là-dessus, ça ne bouge pas. La clarification, elle se fait maintenant pour l'application des pénalités. On va imaginer donc deux scénarios où je suis un pilote de Formule 1 et je me qualifie troisième. Dans le premier scénario, j'écope de 10 places de pénalité. À partir du moment où on est à moins de 15 places, on va attribuer ces 10 places à ma position de qualification. Je me retrouve donc 13e. 13e, c'est ma position virtuelle et elle ne va plus bouger jusqu'à ce qu'on applique des pénalités à tous les autres pilotes autour de moi. Donc si personne d'autre n'en a pris, on va faire glisser tout le monde devant moi et je partirai 13e. On applique donc les pénalités de tout le monde et après, on fait glisser tout ce qui reste vers le haut du classement. Deuxième scénario, j'écope de 20 places de pénalité. On est au-delà de la limite des 15. Je suis directement renvoyé en fond de grille, que je prenne 20 places ou 60 places d'ailleurs. Et ma position par rapport à tous les autres pilotes qui auront pris plus de 15 places de pénalité sur la grille dépendra de mon résultat en qualification. Imaginons que Charles Leclerc a signé la pole, que j'étais 3e et que Max Verstappen était 5e. Si nous prenons tous des pénalités de 20, 30, 40, 50 places, eh bien ce sera Leclerc qui s'élancera devant moi et devant Verstappen. Voilà pour ce petit schéma, reste maintenant à voir comment cela se passera en termes d'attribution en course, mais en tout cas de manière plus générale, il est important de voir que la FIA réagit quand il y a des soucis, des clarifications nécessaires à apporter, ainsi que des évolutions que l'on doit apporter au règlement. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine et de toute façon ce n'est pas une semaine hyper chargée, mais c'est une semaine assez obscure puisque l'on a appris qu'Oscar Piastri, donc pilote Alpine à l'heure actuelle mais qui sera engagé par McLaren l'année prochaine, a réalisé une séance d'essai avec l'écurie britannique sur le circuit du Castellet. Cela interroge beaucoup parce qu'on sait qu'il y a actuellement un conflit entre Alpine et McLaren. Clairement, Alpine veut emmerder Piastri, voilà, veut lui compliquer un petit peu la tâche, étant donné qu'ils estiment qu'il leur a un peu planté un couteau dans le dos, ils ne veulent pas le libérer avant la fin de son contrat, et donc il est très étonnant, alors même qu'ils ne veulent pas le laisser rouler au test jeune pilote à Abu Dhabi, de savoir qu'il a participé à un test avec McLaren. Il est cependant très difficile d'imaginer qu'Alpine n'était pas au courant de ce test. Ce serait quand même très culotté de la part d'Oscar Piastri d'aller faire un test avec l'écurie britannique. On peut plutôt imaginer un accord entre les deux parties. Il faut noter notamment que pendant cet essai, Piastri portait une combinaison McLaren, mais où les sponsors étaient cachés. Donc peut-être un accord pour ne pas avoir en tout cas de promotion autour de la future venue de Piastri chez McLaren. En parlant de séance d'essai, n'ayant pas pu réaliser autant de kilomètres au Mexique qu'il en était nécessaire, Logan Sargent n'a pas obtenu de points de super licence supplémentaires et donc Williams a décidé de lui offrir une nouvelle séance d'essai libre ce week-end au Brésil afin de lui permettre, s'il réalise cette fois les kilomètres nécessaires, de n'avoir à terminer que dans le top 6 de la Formule 2. On sait que le classement est à l'heure actuelle très serré et pour que l'Américain obtienne sa super licence et donc soit pilote Williams l'année prochaine, il lui faudra donc désormais, si ça se passe bien ce week-end, terminer seulement dans le top 6 de la Formule 2 et ce sera déjà un confort qui ne sera pas du luxe parce que ce sera quand même compliqué pour lui à Abu Dhabi. On suivra donc avec attention l'évolution de cela. À noter que c'est la deuxième séance d'essai libre qui lui est offerte puisqu'on est ce week-end sur un format de F1 Sprint où vous aurez première séance d'essai libre puis directement qualification et ensuite une deuxième séance d'essai libre que ne fera donc pas Alexander Albon avant le F1 Sprint et la course. Et puis enfin on termine avec Sébastien Vettel qui vous propose jusqu'à d'ailleurs ce jeudi soir, donc profitez-en si ça vous intéresse, de déposer votre tête sur son casque pour son dernier Grand Prix. Non, ce n'est pas une blague, il a ouvert un site où vous pouvez acheter un emplacement de photos sur son casque pour le dernier Grand Prix de sa carrière. Mais cela se fait sous la forme d'enchères. Par exemple, je peux mettre 80 € sur la photo numéro 963, sauf s'il y a déjà quelqu'un qui a mis 120 €, imaginons. Clairement, ça semble assez compliqué d'obtenir une place en dessous de 100 €. Mais voilà, si vous avez vraiment très envie d'apparaître sur le dernier casque de la carrière de Sébastien Vettel, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, c'est une belle initiative, puisque bien sûr, tous les bénéfices seront reversés à une association qui lutte pour l'environnement.
Voilà pour les news de cette semaine, pas mal de trucs assez techniques, c'était un peu de la théorie, forcément pas hyper facile à comprendre et à appliquer, mais ça va nous simplifier la tâche dans le futur, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro spécial Grand Prix du Brésil avant le programme de ce week-end. À 2 reprises, le championnat du monde de Formule 1 s'est joué dans le dernier tour de la dernière course du championnat, l'année dernière à Abu Dhabi, mais surtout au Brésil en 2008, où le titre s'est même joué dans le dernier virage du dernier tour de la dernière course de la saison. Une histoire de fou. On en revient 15 ans en arrière. Nous arrivons au Brésil, dernier Grand Prix de la saison 2008 de Formule 1, la deuxième de la carrière de Lewis Hamilton, qui arrive pour la deuxième fois consécutive en tête du championnat du monde. Il a 94 points à son compteur et possède 7 unités d'avance sur Felipe Massa, sachant qu'à l'époque, seuls les 8 premiers marquent des points et que l'attribution est la suivante, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça s'annonce compliqué pour le Brésilien. Si Hamilton n'a pas eu de la réussite toute la saison, Massa a tout de même été assez malchanceux, abandonnant notamment dans les derniers tours du Grand Prix de Hongrie, avec aussi un incident dans la voie des stands à Singapour. Il a laissé filer quelques points en route et ne peut plus vraiment se poser de questions avant la dernière manche chez lui à domicile. Il doit gagner et espérer que Lewis Hamilton ne termine pas mieux que 6e. En qualification, on comprend très rapidement la donnée, ça va être très serré, mais pas en piste. Felipe Massa domine, poleman, mais Lewis Hamilton est 5e, ça va plutôt être serré pour son résultat. Pour l'instant, il est dans le top 5. Ça tient. Hamilton ne prend quasiment aucun risque, sans doute un peu traumatisé par le fait d'avoir perdu le titre l'année précédente sur un problème mécanique, mais pour l'instant ça tient, il est toute la course dans le top 5. Quant à quelques tours de l'arrivée, un torrent s'abat et un par un, les pilotes comprennent qu'en fait, il va falloir chausser les pneus pluie pour les derniers tours de la course. C'est alors la panique, il y en a dans tous les sens et il est très compliqué de lire le classement, de voir qui se retrouve où, mais dans l'idée, Massa est toujours premier et Hamilton toujours 5e. Donc finalement, ça semble plutôt bien se profiler pour l'anglais qui doit malgré tout surveiller ses rétroviseurs. Et justement, dans ses rétroviseurs, Lewis Hamilton a un jeune Allemand déchaîné, Sebastian Vettel, excellent sous la pluie, qui a d'ailleurs signé la première victoire de sa carrière à Monza un peu plus tôt cette même année, qui le double dans l'avant-dernier tour de la saison, offrant virtuellement le titre à Felipe Massa. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas encore, ou plutôt on ne s'en rend pas compte tant c'est le chaos sur la piste. Timo Glock est resté dehors et n'a pas chaussé les pneus pluie. Son dernier tour est à retrouver d'ailleurs en intégralité sur la chaîne de la F1. Le pilote allemand est sur des œufs, sur de la glace. Clairement, sa voiture n'avance plus. Mais ce qui est extrêmement symbolique, c'est qu'il va céder face à Lewis Hamilton dans le dernier virage de la dernière course de la saison. À ce moment-là, cela fait une poignée de secondes que Felipe Massa a passé la ligne, qu'il a compris en regardant l'écran géant qu'il semblait être champion du monde. La fête commence à débuter chez Ferrari, mais ce dépassement change tout. Le garage McLaren explose de joie, mais chez Ferrari, c'est plus que de la déception. Felipe Massa est en larmes sur le podium. Il frappe l'écusson Ferrari, mais l'amour qu'il voue à cette équipe n'aura pas été suffisant pour aller conquérir ce qui aurait été le seul titre mondial de sa carrière. Le Brésilien échoue à domicile à 1 point du titre. Si certains ont affirmé qu'il ne s'en était jamais remis, Felipe Massa a aussi subi un très grave accident l'année d'après. Un ressort s'est échappé de la Brawn de Rubens Barrichello en qualification au Grand Prix de Hongrie, frappant Felipe Massa au casque. Et il est vrai qu'après cet événement, on n'a plus jamais vraiment revu tout le talent du Brésilien, qui restera donc à jamais le champion pour 39 secondes. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de ce week-end, et s'il est chargé, il se concentre autour d'un événement principal, le Grand Prix du Brésil à suivre sur les antennes de Canal+. Un Grand Prix donc de F1 Sprint avec les qualifications dès le vendredi à partir de 20h. Le sprint sera retrouvé à partir de 20h30 et le Grand Prix dès 19h. Ça s'annonce être un week-end plein de rebondissements, comme traditionnellement au Brésil d'ailleurs, il se passe souvent énormément de choses.
et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que cette course nous réserve. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être informé des suivantes, c'est d'ailleurs le meilleur soutien que vous pouvez lui apporter. Activez les notifications pour savoir donc quand sortiront les prochains épisodes et aussi quand est-ce qu'on repartira en live. Ne vous inquiétez pas, on suivra la dernière manche de la saison à Abu Dhabi ensemble en direct. Malheureusement c'est pas possible ce week-end, mais j'ai vraiment hâte de vous retrouver en live, et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.